Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, nous revenons sur cette décision du Conseil national de sécurité, la dissolution des organisations syndicales et étudiantines. On parlera aussi de la grève des enseignants. Gouvernement et syndicats se sont retrouvés pour en discuter. Bienvenue, bonsoir Lansine Bakayoko. Bonsoir Kolo Koulibaly. Et nous avons Dr Mamba Sidiki, bonsoir. Bonsoir, Dr Koulibaly. Maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et Félix Boni est avec nous ce soir. Bonsoir Félix. Bonsoir Kolo. Et puis on va terminer avec Beta Michel. Beta, bonsoir. Bonsoir Dr Koulo. Voilà, bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Le Conseil national de sécurité dissout les organisations syndicales étudiantines. Des commentaires et analyses de nos consultants tout de suite après cet élément de Siaka Kone. Parmi ces mesures figure notamment la prise d'un arrêté interministériel portant interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire. Ainsi, les associations étudiantines à caractère syndical n'ont plus droit de citer sur les campus, cités universitaires et établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Décision du Conseil national de sécurité, CNS, réunie ce jeudi 17 octobre 2024. L'institution entérine la décision du gouvernement ivoirien suite aux violences enregistrées ces jours dans le milieu estudiantin. Pour rappel, 2 étudiants membres de la FESI ont été assassinés par leurs camarades. Les interpellations et assainissements du milieu ont permis la mise aux arrêts de plusieurs suspects, la saisie d'une importante quantité d'armes blanches et tri des forces de défense et de sécurité. Au compteur également, la découverte de fumoirs, endroits clos, couloirs suspects et autres sites de torture. L'ouverture d'une enquête judiciaire. Le Conseil national de sécurité est aussi revenu sur l'ouverture d'une enquête afin d'identifier et sanctionner les auteurs de ces crimes. Le Conseil national de sécurité a encouragé la poursuite de l'opération d'assainissement en cours dans les autres campus et cités universitaires du pays. Bon, alors on va commencer avec vous, Félix Boni. Est-ce que vous pensez que de cette dissolution, il faut entendre interdiction carrément d'activités de ce genre à l'université? Absolument, c'est ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'on n'aura plus d'organisation, d'association d'étudiants sur les différents campus à l'université. Bien évidemment, ça va impacter aussi le milieu scolaire, c'est-à-dire lycée et collège également, qui seront également impactés. Il n'y aura plus d'association. Alors, moi, mon analyse de cette décision, c'est laquelle il faut partir à l'origine de la prise de cette décision, à l'origine la mort d'un étudiant qui a été annoncé il y a quelques semaines de cela. Mon avis sur la question, c'est qu'en droit pénal, on dit souvent que la responsabilité est individuelle, donc un acte qui a été posé par des individus qui doivent être éventuellement identifiés et punis comme tels. Mais de là jusqu'à la dissolution des organisations d'étudiants sur les campus, je crois que c'est un peu, la décision est un peu trop dure et collective, c'est-à-dire elle frappe pratiquement tout le monde, alors que pour ma part, c'est mon point de vue, ces organisations d'étudiants qui ont toujours existé partout depuis longtemps. Vous prendrez des gens comme le président Père Sona Marie Konambédié, il a été le président d'une organisation syndicale qu'on appelle la FIAF, les gens personnalités comme Francis Baudier, même en Europe, en France, l'Union des élèves étudiants, là, au Sénégal, un peu partout. Je crois que ces organisations devraient plutôt être assainies par des textes bien rigoureux parce qu'elles jouent quand même un rôle sur le campus, pas ce rôle qu'on voit pour certaines organisations, comme ce que la FESI est devenue ces derniers temps. Mais il n'y a pas que la FESI. Il y a que ces organisations jouent un rôle de sentinelle par rapport aux dispositions, aux dispositifs académiques, que tout est réuni. Et ils devaient quand même constituer une sorte de partenaire pour le milieu
scolaires et universitaires et pas plutôt des bourreaux. Et il fallait assainir, prendre des mesures, c'est-à-dire cette mesure qui est, on appelle de décision interministérielle, cette décision interministérielle, des mesures pour assainir ce milieu, pour que ces organisations accompagnent vraiment la pédagogie et non pas qu'elles imposent un certain dictat sur les campus, et ce sera encore meilleur que de les dissoudre totalement. Il y aura un vide quand même sur les campus. L'enseignant Bakayoko, vous êtes d'accord avec Félix Boni quand il dit que la réaction ou la décision est un peu forte? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec Félix. La réaction du gouvernement n'est pas une réaction disproportionnée au regard du passé et des actes de la FESI. Vous savez, ce qui est arrivé à mars à l'étudiant qui a été assassiné, ce n'est pas une situation occasionnelle ou un acte isolé. C'est-à-dire que le crime est devenu quelque chose de structurel au sein de la FESI. Donc pour moi, il s'agissait pour le gouvernement d'anticiper. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce que tout le monde sait, c'est que s'il n'y avait pas cette dissolution, on sait bien qu'il devait y avoir des représailles, des revanches sur le campus. Alors le campus ne peut pas devenir un champ militaire, un champ de règlement de comptes, comme ça l'a été d'habitude. Donc pour moi, il était tout à fait urgent, et même très urgent pour le gouvernement de prendre des mesures, je ne dirais même pas coercitives, mais des mesures définitives comme celle-là, de mettre la FESI hors d'état de nuit, parce qu'on ne peut pas continuer de s'accommoder avec une organisation qui est devenue une organisation criminelle sur le campus. C'est ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de mots. Et si on ne dissolvait pas la FESI, il est évident que la FESI allait se métastaser et allait encore devenir une organisation puissante, encore plus puissante. Il a parlé d'actes isolés et qu'en droit pénal, les actes sont individuels. Non, ça ne peut pas s'appliquer à la FESI. Je comprends bien la terminologie qu'il utilise, mais pour le cas de la FESI, on ne peut pas dire que les crimes sont des actes isolés, individuels, et que de ce fait, il fallait punir les gens parce que ce sont eux qui ont porté le coup fatal. Non, tout le monde sait que la FESI, d'une manière holistique, a pour habitude, et tous les membres de la FESI ont la violence dans leur ADN. Et ça, c'est violent de le dire ainsi, mais tout le monde le sait. Donc pour moi, un gouvernement responsable ne pouvait pas rester là, croiser les bras et regarder cette chose se faire et dire qu'on va faire le distinguo entre les bons et les mauvais. En réalité, au sein de la FESI, au moment où nous parlons, les bons sont très très rares. Béta Michel, quelle est votre réaction sur cette décision? Moi, j'observe une chose, c'est que c'est la FESI seule qui est dissoute, et après, on entend encore d'autres réactions de la part des autorités. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on soit là à incriminer les jeunes gens. Ils sont dans une organisation qui est l'université, au bout de laquelle il y a plusieurs entités telles que l'administration étatique et tout. Tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'ici pour qu'aujourd'hui on puisse inculquer, je peux dire un peu incriminer seulement la FESI. Non, ce n'est pas la FESI seule, c'est toutes les organisations qui opèrent. Les organisations syndicales, alors qu'elles ont autour d'elles des responsables administratifs, tels que le COUR, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'ici pour que ces organisations syndicales deviennent criminogènes, criminelles, même plus ou moins quand on regarde de tout ce qui s'est passé. Donc moi, je pense que la responsabilité doit être partagée et la sanction doit être collective. Il faut aussi que la sanction aille plus loin au niveau de l'administration universitaire, et même pourquoi pas, ça peut arriver au ministre. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Quand on a la responsabilité des choses, ce n'est pas la culpabilité, mais puisqu'ils sont responsables d'encadrer ces enfants-là, de leur donner une orientation, et ces enfants-là sont devenus à un niveau qui dépasse même tout le monde. Quand on relate un peu tous les faits, nous ne sommes pas là-bas, mais tous les faits qui nous sont relatés, qui sont communiqués, on se dit il y a péril à la demeure. Mais où ils étaient, tout cela, pendant que tout cela se passait? Ce n'est pas aujourd'hui où on vient, on dit c'est la FESI seule qui a commis ça. Mais, et tous ceux qui sont chargés d'encadrer la FESI, où ils sont? Il faut que le COUR soit interpellé, il doit y avoir des sanctions là-bas, parce qu'on doit montrer l'exemple. Moi, je dis souvent aux gens, c'est vrai, j'étais en train de parler même récemment avec le DG de la RTI, et il m'a fait remarquer quelque chose. Il dit, c'est vrai, les gens aiment voir ce qu'ils aiment, mais il faut leur donner des modèles. Il faut apprendre à sanctionner pour que celui qui est responsable sache que s'il n'a pas fait son travail, il va aussi en partie.
Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la FESI était seule sur le campus, elle faisait toute la loi et qu'il n'y avait personne qui était en tant qu'administrateur. Non, c'est gênant. C'est gênant pour nous autres qui voulons avoir des exemples pour qu'on puisse demain en situer les responsabilités. Et bon, je pense qu'il faut aller plus loin. Si le gouvernement a sanctionné les organisations syndicales, il faut qu'il puisse sanctionner au niveau de l'administration universitaire, que ce soit le cours, que ce soit pédagogique, et même au-delà, il faut aller jusqu'au ministre. Bon, on a un enseignant juste à côté de vous, qui est d'ailleurs à l'université Félix Houphouët-Boigny, docteur Bamba Sidiki. Ben, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas infantiliser tout le personnel de l'université. L'université a ses caractéristiques. Quand on finit avec le lycée, on entre à l'université pour, en tout cas, devenir un citoyen modèle, apprendre à être véritablement ce qu'il faut pour que l'État dans lequel nous sommes puisse attendre quelque chose de nous. Il est dommage qu'on pense que pour des étudiants, il faille avoir des censeurs, des éducateurs. Non. Quand on entre à l'université, on est suffisamment responsable. Il y a de l'autodiscipline qui est demandée aux étudiants pour, en tout cas, être des citoyens de demain. Nous ne savons pas pourquoi tout ce qui est arrivé a pu nous arriver. Si c'est arrivé, je suis d'accord, il y a une responsabilité collective de la société entière, des universitaires que nous sommes et de toutes les structures en place. Mais c'est dû à un fait. C'est que si aujourd'hui il y a une fixation sur la FESI, c'est parce que la FESI était devenue hégémonique. Sinon, il y a d'autres organisations sur le campus universitaire qui ne font pas tant débat. Ils sont devenus, les membres de la FESI sont devenus, en tout cas, des gens qui faisaient peur. Je mets au défi n'importe qui. En tout cas, tous mes collègues, peut-être qui sont en train de m'écouter ce soir, que nous avons tous peur, d'une façon ou d'une autre. Je ne puis pas comprendre que sur un campus universitaire, nous ayons des défilés à caractère militaire. Et il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné, c'est qu'il y a des étudiants qui ont le fouet, qui obligent les autres à être dans des rangs. Il y a tellement de choses que nous voyons. Et je crois que la Côte d'Ivoire n'a même pas pris suffisamment de conscience de ce que nous souffrons. Et ceux qui vont nous voir à l'université savent ce que nous vivons au jour le jour. Et ce qui est arrivé est dramatique. On savait plus ou moins que des choses comme ça arriveraient. Personne n'a levé le petit doigt et le drame est arrivé. La suspension, en tout cas, elle est normale. Nous ne sommes pas au sommet de l'État. Il y a des informations de premier mai que nous n'avons pas. Donc moi, je fais confiance quand même à ceux qui nous gouvernent de pouvoir prendre les décisions qu'il faille prendre, au moins il faut prendre. Maintenant, quant à la dissolution, tout le monde peut avoir son avis là-dessus. Mais une chose est sûre, d'une façon ou d'une autre à l'université, on va continuer de militer. Il y a d'autres organisations qui naîtront, parce que les étudiants ne sont pas lobotomisés. Ce ne sont pas des robots que nous formons, ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés à réfléchir. Donc, d'une façon ou d'une autre, il va y avoir des formes de résurgence. Nous espérons simplement que cette résurgence-là ne va pas encore avoir des étudiants qui ont dans leur ADN, comme l'a dit Bakayoko, la violence. Si la violence est extirpée de ce milieu-là, les étudiants sont appelés à manifester comme ils veulent. Nous avons tous été étudiants et chacun d'entre nous, à un moment donné, face à des revendications très claires, nous avons manifesté à l'université. Donc ça se peut, parce que les étudiants ne vont pas rester sans, en tout cas, manifester d'une façon ou d'une autre, s'ils pensent que leurs droits sont bafoués. Bon, je vois qu'il y a déjà beaucoup de réactions. Il y a Lanciné qui voulait d'abord réagir, après on aura Beta et Félix, oui, juste à côté. Oui, Beta, demander la démission ou la mise à l'écart des autorités du CROU aujourd'hui, je pense que ce serait quand même excessif. Ce serait excessif de la part du gouvernement, parce que je pense que ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça dit que les violences au niveau des universités, ce n'est pas la carence administrative de ceux qui sont aujourd'hui au niveau du CROU qui fait qu'il y a eu l'assassinat. Même ceux qui étaient les plus rigoureux, les plus rigides, les plus administratifs, sous leur période, je vais dire depuis 1990, il y a toujours des assassinats. Ça veut dire que la FESI est devenue une organisation qui a échappé à l'ensemble même, à l'autorité publique, à l'autorité de l'État. Donc on ne peut pas, pour une faute qui a été commise aujourd'hui et qui est commise tous les jours depuis 1990, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont été assassinées et dont on a eu connaissance. Donc je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, simplement, bon pas simplement, on ne peut pas banaliser l'assassinat, mais au regard du nombre de personnes qui ont été assassinées, ça peut paraître aussi anecdotique aujourd'hui. Parce que peut-être il y a eu 40-50 morts, aujourd'hui c'est un seul mort qui a emporté toutes ces organisations syndicales sur le campus. Mais pour moi, je crois qu'il doit
ça doit nous interpeller, en tout cas avoir une nouvelle organisation, une nouvelle gestion, un nouveau mode de gouvernance des étudiants. Et je pense que c'est un bon départ aujourd'hui avec la dissolution de la FESI. C'est-à-dire qu'on va recommencer, on va aller à 1.0 et maintenant mettre en place les instruments de gouvernance, en tout cas une gouvernance vertueuse par rapport aux organisations syndicales. Donc pour moi, je conclus que demander la démission du CROU, des directeurs généraux du CROU ou bien du président de l'université, pour moi, il ne s'agit pas d'une carence administrative de leur part, il s'agit simplement d'un phénomène qui s'est passé et donc les responsabilités ont été situées. Et là, je pense que c'est faire preuve de beaucoup plus de lucidité en mettant hors d'état de nuire les organisations syndicales sur le campus que de s'attaquer à un système qui dépasse les personnes qui sont là aujourd'hui. Félix Boni? Mais moi, je dirais que, vous voyez, quand Bakayoko parle, il parle de FESI, ça dit... On n'a pas dissous la FESI seule, on a dissous toutes les organisations syndicales, je ne dirais pas syndicales, toutes les organisations à caractère syndical. Donc, ce n'est pas seulement la FESI. C'est ce que j'essayais de dire au départ. C'est-à-dire pour la faute commise par une organisation, par des individus d'une organisation, c'est l'ensemble des étudiants qui a été sanctionné. C'est ce que j'appelle la disproportion. Et pour moi, c'est un assainissement du milieu qu'il faut. Alors, je rebondis là, tu es en train d'affirmer la légitimité de la FESI sur l'ensemble des étudiants. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. En quoi est-ce que la FESI est légitime? Si tu considères que dissoudre les organisations syndicales et prioritairement la FESI est une attaque, en guillemets, contre l'ensemble des étudiants, pour moi, tu es en train de légitimer la FESI. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité, on n'a pas parlé de dissolution des organisations et prioritairement de la FESI. On parle de dissolution de toutes les organisations sur le campus. Et c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que la FESI ne commande pas les autres organisations syndicales. La FESI n'a pas primauté sur les autres organisations syndicales. La FESI, c'est une entité. Elle a commis un acte. La FESI doit être coupable de son acte. Et puis les responsables de la FESI doivent payer de l'acte qu'ils ont posé. Mais aujourd'hui, et c'est pourquoi je saisis la conclusion du professeur Bamba qui disait qu'il y aura une résurgence. Il y aura une résurgence parce qu'on ne peut pas avoir ce vide sur le campus. Je crois que ces organisations participent... Une réorganisation, pas une résurgence. Oui, résurgence et réorganisation. N'oublions pas que ce n'est pas la première fois que la FESI a été dissoute. C'est-à-dire, ça fait la énième fois. En tout cas, si je compte, j'ai au moins 2 fois dans ma mémoire que la FESI a été dissoute, mais cette FESI, elle existe toujours. Peut-être dans la résurgence ou la réorganisation, comme tu peux l'appeler, cette FESI peut-être pourra renaître autrement et peut-être ne serait plus la FESI violente de maintenant. C'est-à-dire que les organisations syndicales ont des missions qui est une sorte d'accompagnement à la pédagogie pour que les choses se passent bien sur le campus. C'est une sorte de sentinelle de veille, mais pas de sentinelle pour être des bourreaux, des étudiants, encore moins des maîtres. Parce qu'à l'université, l'enseignant, c'est quand même le maître. Et on dit le succès commence d'abord par la peur du maître. Un étudiant qui n'a pas peur du maître, un élève qui n'a pas peur de son maître, c'est un étudiant qui va à sa perte. Et tout ça, ça doit être, j'allais dire, formalisé à travers les textes. Alors, pour prendre la mesure, ça n'a pas été un seul ministère. Il a fallu une décision d'un comité interministériel, c'est-à-dire qui implique aussi bien les ministères en charge de l'enseignement, mais également le ministère en charge de la sécurité, voire même de la défense. C'est-à-dire qu'aucune organisation syndicale ne peut prétendre devenir un monstre sur le campus, pour ne pas dire dans le pays, si l'autorité prend les mesures qu'il faut pour ne pas que chacun se lève pour devenir un bourreau. Et on n'est pas bourreau, on n'est pas monstre, on devient monstre. Mais pour devenir monstre, il va falloir qu'on assiste à un monstre, qu'on ne fasse rien pour que finalement le monstre se croie trop monstre pour pouvoir commander. Alors moi, je pense que quelque part, je souscris à l'idée de Beta qui dit qu'il y a une responsabilité quand même collective, même si je n'irai pas jusqu'à demander la démission des autres. Il y a une responsabilité collective, il faut sévir, il faut sanctionner les coupables, mais il ne faudrait pas en arriver à la décision vraiment extrême de dissolution de toutes les organisations sur les campus, parce que chacun de nous ici a bénéficié des combats loyaux, les vrais combats de ces organisations sur les campus et dans les milieux scolaires. Beta Michel. Vous savez, quand j'observe un peu ce qui se passe à l'université, on en vient aux états généraux de l'éducation qui viennent de se tenir. Je dis, nous sommes à une période charnière de notre système éducatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons pour l'école de demain? Qu'est-ce que nous voulons? Parce que c'est un système. Vous pensez que la FESI peut, comme on le dit, racketter sans qu'il y ait des personnes dans le système qui en profitent pour la laisser racketter ainsi?
C'est pourquoi je parle de la responsabilité, je ne parle pas de la culpabilité, je parle de la responsabilité. Parce que si tu laisses un monstre se fabriquer devant tes yeux, sous tes yeux, et que tu ne réagis pas, il n'y a pas de responsabilité. C'est ce que je veux qu'on situe en sanctionnant aussi certaines personnalités qui ont une grande responsabilité. Parce que je me dis aujourd'hui, avec la dissolution des organisations syndicales sur le campus, on a l'occasion. Ça ne s'est pas produit, ça fait longtemps, on a l'occasion de décider de l'avenir éducatif de notre système que nous voulons aujourd'hui. Et ça, il faut prendre les mesures qui vaillent avec. Parce que n'oublions pas, quand on finit les états généraux de l'éducation, il y a des mesures qui ont été arrêtées. Aujourd'hui, on a l'occasion aussi de faire un état général de l'enseignement supérieur. Avec aujourd'hui les problèmes qui sont survenus et les décisions qui ont été prises, on se dit il y a péril dans la demeure. Il y a un problème. Il ne faut pas se le voiler. Il y a un problème. Donc, pour ma part, aujourd'hui, je pense que les responsabilités doivent être partagées, de sorte que demain, si on en met d'autres, ils savent au moins l'importance de sévir ou bien de faire vivre, de faire régner un climat propice à l'éducation, propice à l'enseignement, et que demain, ceux qui sortiront de ce système-là soient notre fierté. Moi, je vais plus loin, je vais finir là, je vais plus loin parce que je dis on ne peut pas laisser, parce que l'éducation, c'est la seule chose qui nous appartient tous. C'est vraiment, moi j'ai toujours dans ma tête que tout le monde doit participer au système éducatif, d'une certaine manière. C'est pourquoi je me dis que chaque parent a ses responsabilités. Aujourd'hui, s'il faut mettre un nouveau système pour accompagner l'université, il faut inclure plusieurs entités, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit même la sécurité. Il ne faudrait plus laisser la simple gestion à ceux qui ont la simple responsabilité académique. Et avec ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut que tout le monde ait son mot à dire. Voilà, Professeur Mbamba, vous avez parlé, c'est peut-être de vous qu'est venue cette idée de continuité ou de renaissance, de résurgence ou de retour peut-être d'une association ou d'autres associations du genre, des voix qui vont parler au nom de tous les étudiants. Mais en même temps, il y a peut-être des cas d'école aussi avec les nouvelles universités où ces organisations n'existent pas et les choses peut-être se passent, d'après ce qu'on a vu dans les reportages, se passent peut-être bien. Est-ce que vous êtes d'accord au niveau de ceux qui estiment que ce n'est pas possible justement d'avoir des universités sans ces voix qui parlent au nom de tous? Je crois que chaque université peut avoir son modus operandi, sa façon d'être gérée. L'exemple national, c'est l'université de Mans, à le professeur Lansana Coulibaly, qui, vu que c'était un départ, et que lui-même il est de l'université Félix Houphouët-Boigny, il s'en est inspiré pour pouvoir mettre en place un système de gestion des droits des étudiants, de leurs revendications. En tout cas, depuis 2017, ça marche. Pourquoi ne pas le reproduire ailleurs? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ici, nous sommes avec la plus vieille université de Côte d'Ivoire, qui concentre sur son espace 13 entités, qui pourraient être 13 universités. De sorte que, s'il y a des problèmes en sciences économiques, ça impacte nécessairement moi qui suis en communication. Parce que les étudiants qui sont en train de manifester là, sur le même espace, évidemment, ils s'éparpillent sur toute l'étendue du territoire universitaire et empêchent les autres de faire ce qu'il y a à faire. C'est qu'on a un problème de massification au niveau de Cocody exactement qui pose ce problème. Malgré tout ce que nous sommes en train de dire, l'exemple patent reste Cocody. Reste l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Si nous en sommes arrivés là, c'est que beaucoup d'autres problèmes se sont accumulés dans le temps sans qu'on les résolve pour qu'on en arrive là. Donc on peut aujourd'hui, avec les mesures... de quoi, à votre avis? Oh non, il y en a plusieurs, docteur Coulibaly, il y en a plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que la mort du jeune Diagoué est venue soulever, c'est comme une sorte de boîte de Pandore qui a été ouverte, et donc on va dans tous les sens. Il y a encore beaucoup d'émotions dans les affaires, donc nous n'avons pas suffisamment de recul. Donc je suis d'accord qu'il y ait des mesures conservatoires pour pouvoir nous permettre nous-mêmes de nous asseoir, c'est très très important, et qu'on s'asseye pour voir qu'est-ce que nous voulons, où nous voulons aller. Parce que jusqu'à présent, il y a bel et bien un règlement intérieur à Félix Houphouët-Boigny, il y a bel et bien, je dis pour le coup également, un règlement intérieur, mais rien n'est respecté. Rien n'est absolument respecté. Et si ceci n'est pas, c'est parce que des organisations estudiantines qui se veulent des syndicats ont pris le pouvoir. Je dis ça au sens propre du mot. Ce n'est même pas un habillage. Tous mes collègues le savent. Nous gérons l'université avec ces organisations syndicales. Leur déshydratat
nous sont imposés. L'un des exemples, c'est que nous avions organisé au niveau de la communication une rentrée avec notre organisation des étudiants, la DESCOM. Mais vos collègues étaient là, Marie-Laure Ngourin était présente, André Sylvain Conan avait été invité pour ces étudiants-là qui, et pour eux, sont des exemples. Voilà, des gens qui voulaient voir. Mais ce jour-là, nous étions en amphi. Les choses ont été interrompues avec une violence inouïe. Ils ont eu peur, on était obligé de les protéger et les faire sortir là pour partir. Cette image-là est longue et je crois que c'est des choses qui n'étaient pas bien pour l'université. Nous ne sommes pas les seuls, sans compter nos collègues qui viennent d'ailleurs. Quand ils arrivent et qu'il y a comme ça des défilés d'étudiants, tout ça nous plombe. En un mot comme en mille, il faut qu'on réfléchisse véritablement à ce que nous voulons. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas, qu'on le veuille ou pas, la nature ayant horreur du vide et l'université étant un lieu de bouillonnement intellectuel, il va de soi que nécessairement des organisations naîtront. Donc il faut s'y attendre, l'enseignant Bakayoko. Oui, moi je pense que la solution c'était la dissolution, parce que la dissolution va nous permettre de dépolitiser un peu la FESI. Parce que moi je crois fondamentalement que la FESI est au service de quelques entrepreneurs du chaos, des entrepreneurs politiques qui sont en permanence à vouloir s'aimer le chaos. Donc pour moi, la FESI est à la solde de ceux-là et c'est eux qui les instrumentalisent. Donc aujourd'hui, d'abord, cette décision même de dissolution permet de couper l'herbe sous le pied de ces entrepreneurs du chaos pour que l'école puisse retrouver ses droits. Voyez-vous, en 2010, je me souviens encore, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko était allé simplement faire des dons à la cité universitaire de la Riviera 2. Vous voyez, c'est-à-dire on va vous faire des dons d'ordinateurs. Mais il a été conduit par la violence. Bon, au nom de quoi, comment on peut comprendre ça? Au nom de quoi quelqu'un qui va vous rendre des certificats ou du matériel didactique, si ce n'est pas de l'instrumentalisation de personnes extérieures, comment vous pouvez les conduire? Alors, le professeur vient de donner un exemple. Bon, des gens que vous avez voulu voir, qui sont arrivés sur votre campus, comment se fait-il que ceux-là vont partir de l'université en prenant la peau d'escampette? Bon, vraiment, moi je trouve que tout ça là, c'est téléguidé en fait. Il y a quelqu'un qui a la télécommande et qui dicte la conduite à tenir sur le campus universitaire. À mon avis, cette décision-là vient pour apaiser, pacifier un peu cette université pour que ceux qui veulent l'utiliser à des fins politiques ne puissent pas le faire. Et il fallait le faire maintenant, parce que c'est dans 12 mois que nous allons aux élections présidentielles et certains étaient en train d'affûter leurs armes pour pouvoir instrumentaliser ces jeunes-là, pour les dessaisir de l'école, pour les mettre au service de leur cause politique. Donc pour moi, la FESI, c'est vrai, ce n'est pas seulement la FESI, mais c'est toutes les autres organisations, je le comprends, mais pour moi, la FESI a prééminence sur toutes ces organisations. Mais pour moi, il ne s'agit pas de légitimer la FESI en voulant forcément faire du maquillage, en disant il faut maintenir la FESI, il faut sanctionner les gens individuellement. La FESI est devenue aujourd'hui une sorte de mammouth, une sorte de gangrène dans les pieds de toute la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'universités, je le dis souvent, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont affectés dans les universités, mais à cause de la FESI, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils refusent. Quand ils vont voir les exercices militaires dont parlait le professeur, ils ne peuvent pas aller à l'école dans ces conditions. Alors, que voulez-vous ? Que voulez-vous qu'on puisse trouver, on puisse maquiller, on puisse trouver des circonstances atténuantes pour une telle organisation? Pour moi, si on le fait, alors le système, la crise systémique dont parle Michel Betta va perdurer. Il s'agit aujourd'hui de couper la tête du serpent et permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer et de faire prospérer son éducation nationale, parce que nous avons besoin de bâtir une Côte d'Ivoire d'avenir. Félix, vous voulez réagir? Ce que Bakayoko dit est suffisamment grave. C'est comme si la décision qui a été prise par l'État de Côte d'Ivoire est une décision aussi politique, parce que les élections en 2025, donc il faut tuer un mouvement qui peut-être est sonné politiquement. Moi, je ne crois pas que le crime qui a été commis, la mort du jeune Diagoué, soit un crime qui a été télécommandé, téléguidé par qui que ce soit. C'est des individus qui sont inconscients, des élèves, des étudiants inconscients qui ont posé un acte inconscient, des gens qui méritent d'être sévèrement punis. Cosmétique, mais il ne faudrait pas voir derrière ça. Je ne vois aucune formation politique, aucun acteur politique qui aurait commandité ce crime. C'est que tu n'es pas à moins
moins que tu puisses nous dire... C'est que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. À moins que tu puisses nous dire que ce crime a été commandité pour éventuellement couper la tête à la FECI. Moi, je note que ce sont toutes les organisations syndicales qui ont été dissoutes par la faute d'un mouvement qui n'a pas de primat sur les autres organisations syndicales. Par la faute des FECI, aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation, de mouvement estudiantin sur les campus. Par la faute de la FECI. Alors, il faut faire payer à la FECI ce qu'elle a commis comme faute. C'est ça, ma préoccupation. Mais il ne faudrait pas qu'on ait un vide sur les campus par la faute de la FECI. Tout le monde est d'accord que la FECI est devenue plus ou moins un monstre. Le procès a dit tantôt qu'ils ont pris le pouvoir. Je dirais même que le pouvoir se prend aussi parce que quelque part, quand le pouvoir n'est pas... Quand il y a le vide, les gens ils s'y mettent. Non, il y a le vide à San Pedro, ça marche. Il y a le vide à Mans, ça marche. Cher frère, tu prends des exemples qui sont très... Je te réponds sur ces exemples. Ce sont de nouvelles universités qui viennent d'être mises en place, qui ont toutes les commodités nécessaires. Allons-y d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. S'il y a des soucis pédagogiques, vous allez voir que des étudiants vont se mettre ensemble, peut-être collectif des étudiants de San Pedro, pour poser des revendications. C'est comme ça naissent les organisations sur les campus. Et c'est le but de ces organisations sur les campus. C'est-à-dire sauver notre année universitaire, avoir tout ce qu'il faut au niveau académique pour faire de bonnes études. C'est ce qu'on attend de ces organisations. Moi qui vous parle, j'ai été aussi féciste. Moi, j'ai été membre de la FECI. Mais je n'ai pas été féciste pour aller, m'imposer, avoir une chambre à l'université. J'ai été féciste parce que nous demandions, j'étais au département d'anglais, nous demandions des conditions minimales pour que nous ayons, des années académiques meilleures. À un moment, on a même réclamé qu'on puisse retrouver l'année académique qui partait à l'époque de octobre à juin. Tout ceci, ce sont des choses, on essayait de réfléchir. On a participé à des rencontres très importantes sous le professeur Francis Baudier. D'ailleurs, à un moment, quand je voyais que ça ne marchait pas bien, que c'était trop violent du côté de la FECI, nous nous sommes rangés du côté de la jeunesse étudiante catholique avec nos frères de l'AEMC, Association des élèves et musulmans de Côte d'Ivoire. Je vois aujourd'hui le frère Famoussa, député à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes retrouvés en tant qu'étudiants confessionnels pour, dépolitiser les mouvements estudiantins pour apporter la paix sur les campus. Là, on a mené des actions qui, à un moment donné, ont apaisé quand même. Il va falloir constater votre échec dans votre entreprise de pacification de l'université parce que ça n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché aujourd'hui... Ça dit que la médiation que toi et Famoussa, vous avez fait n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Nos organisations confessionnelles ont essayé d'apaiser, de pacifier quand même le campus. À un moment donné, ça a marché. Alors, si ça n'a pas marché, ça veut dire que peut-être dans le suivi de ce qu'on a eu comme des décisions, parce qu'il y a eu de grandes rencontres, dans le suivi, peut-être les gens n'ont pas continué à suivre. C'est en cela qu'il faut citer les réalités. Je veux terminer pour dire ceci. Il ne faudrait pas y voir à tout moment la même politique. La FECI n'est pas forcément... Ces étudiants-là sont dans tous les cas. Et tout le monde, tous les politiques ont pactisé plus ou moins avec la FECI. On a vu des ministres, des personnalités, et on a vu même des secrétaires généraux de FECI sortir des cabinets de certains ministres, et on a vu des ministres être avec les secrétaires généraux de la FECI, avec les leaders de la FECI. Il ne faudrait pas ranger la FECI dans un camp forcément politique. Dans l'angélisme. Même si la FECI est dans un contexte qu'on connaît. Félix, merci. Félix sort de l'angélisme. C'est pas de l'angélisme que gère le gouvernement. C'est la grève chez les enseignants et vous l'avez remarqué, l'actualité en début de semaine a été marquée par ces événements. On en parle avec Chaka Kone, on se retrouve juste derrière. 72 heures d'arrêt de travail à compter de ce mardi 15 octobre sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cette grève des syndicats de la fonction publique visait principalement à revendiquer une prime d'incitation pour les enseignants. Autre point de revendication, la revalorisation salariale, les indemnités et allocations familiales, le déblocage des avancements avec effet immédiat. En face, les autorités ne partageant pas l'initiative de ces centrales syndicales et fêtières. Les autorités ivoiriennes estiment que les signataires de ce préavis de grève font fi du cadre permanent de dialogue en vigueur et du protocole d'accord donnant lieu à la trêve sociale 2022-2027. Accord visant à permettre la mise en œuvre du programme de travail du gouvernement dans un environnement social stable. En plus, les principales revendications ont déjà été prises en compte, notamment la suppression des cours de mercredi et de l'interdiction du syndicalisme aux directeurs. Le protocole d'accord en cours a permis la prise en compte des préoccupations essentielles des grévistes. Il s'agit entre autres de la mise en place de comités consultatifs de la fonction publique depuis le 10 octobre dernier, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année, la revalorisation de l'indemnité contributive au logement, autant d'efforts de l'État ivoirien
en vue d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État à qui les portes du dialogue et de la négociation restent grandement ouvertes. Alors, Béton Michel, un commentaire. D'ailleurs, d'abord, comment on est arrivé, selon vous, à cette situation? Mais moi, je pense que les syndicalistes ont montré suffisamment de bonne foi en signant depuis quelques années une trêve sociale. Mais particulièrement, c'est le comité qui aurait dû être mis en place pour continuer les négociations pendant la trêve sociale qui n'avait pas été mis en place. Et nous en sommes arrivés à une situation où d'autres se sont sentis floués, notamment le corps enseignant et d'autres entités, le secteur de la santé. Ce qu'on note, moi j'ai lu sur les revendications des enseignants, ce qui m'a choqué dans les revendications, c'est que des grèves précédentes, ceux qui ont été amputés de leur salaire, du moins qui ont vu leur salaire retiré, n'ont pas encore reçu ce qui avait été retiré par l'État. Je me suis dit, mais c'est une punition, alors que les uns et les autres montrent de la bonne foi, les syndicalistes montrent une volonté d'aller aux négociations, et puis ils acceptent de répartir, retourner au travail, et pendant ce temps, d'autres sont encore punis pour avoir fait de grève précédente. Je dis que le gouvernement fait preuve seulement de sévérité, si on peut exprimer celle-ci, de sévérité et de non-droit, même si on peut le dire. Parce que faut pas se le cacher, la grève était un droit, la grève était un droit inclus dans nos textes de loi. Donc je pense que la grève fait partie d'un moyen dont disposent les travailleurs pour faire entendre leur voix. S'ils l'ont fait entendre, si vous êtes accordé sur quelque chose, vraiment il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'après ces 72 heures, ces quelques jours de grève, ils sont revenus à la table de négociation et nous espérons que des choses bonnes sortiront de là afin qu'on n'ait pas à retourner encore dans une situation de grève. Parce que, je dis toujours, la question de l'enseignement. On était sur la question de l'enseignement, toujours, on en revient encore à la question de l'enseignement. Ça touche tout le monde. Il n'y a personne qui est épargné. Donc, quand les enseignants ont un problème, moi, je me souviens, je demande à l'enfant, mais pourquoi tu es venu? Il dit non, on nous dit de rentrer à la maison. Il dit qui? J'ai noté son nom et puis j'allais dire au gouvernement. Bref, pour dire que la question des enseignants, tout le monde est impacté. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement fasse un effort pour ne pas que ça se soit répétitif au point d'endommager, si on peut le dire, notre système éducatif. Professeur, est-ce que vous comprenez cette position des enseignants aujourd'hui? Oui, j'en suis un. Ce serait quand même difficile. Même si vous n'êtes pas en grève. Oui, quand même. Je suis un enseignant. Je viens du lycée, moi aussi. Je comprends effectivement les revendications de mes collègues. Ce que je vais dire, c'est que le syndicaliste demande toujours plus, quel que soit ce qui se passe. Tout gouvernant le sait. Voilà pourquoi il y a de la négociation, il y a des promesses qui sont faites, et le syndicaliste a cette tendance-là à toujours regarder dans le temps comment ces promesses-là sont tenues ou pas. Donc, quand on prend le protocole d'accord, le dernier pour la trêve sociale de 2022-2027, tout y est. Tout y est, en référence également au premier protocole de 2017, où vraiment tout a été dit, ou presque. Il y a des éléments qui sont venus et revenus, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas avoir de solution immédiatement. Ça, il faut le dire. Pour la dernière grève, par exemple, il y a plusieurs revendications, il y a 5 points essentiels, mais il se trouve que c'est le point 1 de la prime qui a pris le dessus. Il y a, par exemple, l'institution d'une filière relative à l'administration scolaire avec création d'emplois nouveaux et un profil de carrière. Effectivement, les enseignants que nous sommes, nous ne sommes pas formés pour administrer nos établissements. Il y a ça qui est très important. Voilà, faudra-t-il pas, au niveau de l'ENA, par exemple, créer une filière spéciale pour cette administration-là? C'est une idée parmi tant d'autres. Et ensuite, comme je le disais tantôt, nous allons aux examens et certains sont payés immédiatement, d'autres sont payés plus tard. On se dit que l'État de Côte d'Ivoire a quand même... prime d'examen? Voilà, prime d'examen a cette possibilité quand même pour ce que nous savons de notre pays, de pouvoir permettre à tout le monde, tout juste après les examens, de rentrer dans leurs droits. Maintenant, quant aux collègues qui ont été suspendus, ça aussi c'est une doléance qui est faite, donc il y a eu des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Mais je me dis, d'une façon ou d'une autre, tout le monde revient à la table de renégociation parce que rien n'a été obtenu, en tout cas dans ce pays, de mémoire des syndicalistes, parce que je suis depuis 1991, nous n'avons rien obtenu sans négociation avec le gouvernement en place
quel qu'en soit le gouvernement, du temps du président Bédié jusqu'à aujourd'hui au président Ouattara. Donc de tout temps, les syndicalistes ont cette conscience-là qu'il faut nécessairement à l'étape de négociation. Donc la grève reste cette arme-là pour pouvoir amener les uns et les autres à pouvoir rapidement trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent. Votre regard sur la situation, Félix Boni? Le procès Bamba a pratiquement fait le tour de toutes les questions posées par les enseignants et éventuellement Beta également a rajouté par rapport à la question liée à la prise en compte effective, c'est-à-dire à l'application effective des accords. Je crois que tout ceci a été négocié. La trêve sociale a pris en compte tous ces éléments. Moi, quand j'échange avec ces syndicats, ils attendent que peut-être la prime soit effectivement prise en compte, quitte à ce qu'on leur dise que ça sera à partir de telle période, on va commencer à leur payer cette prime, parce que je leur ai posé la question. C'est une question aussi banale. Est-ce que cette prime, il y a un mécanisme de prélèvement qui existe, qui fait qu'il y a de l'argent disponible pour pouvoir vous concéder cette prime? Ils ont dit non, il n'y a pas de mécanisme. Ça veut dire qu'il faudra que cette prime soit inscrite éventuellement au budget. Éventuellement, quand vous regardez le timing de cette grève, nous sommes actuellement dans le mois d'octobre, on va rentrer dans la période de l'adoption. Dans la session. Dans la session budgétaire qui va prendre fin en décembre prochain. C'est-à-dire qu'ils entament leur mouvement à cette période précise pour qu'éventuellement ceci puisse être pris en compte, de sorte que dans le budget qui va être adopté, on puisse déjà anticiper, prévoir que cette prime va être, intégrée au budget. Il y a également aussi que la trêve sociale a été rompue. Moi, j'ai fait une analyse politique de cette rupture de la trêve sociale. Analyse politique, pas dans le sens de ce que des politiciens pistonnent les enseignants, mais dans un an, je dirais, c'est la fin du mandat actuel qui est en cours. Les enseignants peuvent se dire, dans un an, tout ce que nous avons acquis, si le pouvoir change, éventuellement, on n'aura pas gain de cause. Celui qui arrive pourra éventuellement ranger toutes ces décisions au placard. Et pourquoi pas ne pas obtenir tout ça maintenant, alors qu'il y a une période électorale? Vous savez que toutes les périodes électorales sont des périodes de chantage. Chacun se dit qu'à cette période, je peux tout obtenir. Si j'appuie sur l'accélérateur, ils sont obligés de me le donner parce qu'ils ont besoin d'électorat. Donc je vois derrière cette grève également cette forme de chantage entre griffes de ces enseignants qui se disent c'est le moment ou jamais. Il faut que nous obtenions tout ceci avant qu'éventuellement la page ne se tourne ou éventuellement qu'on ait une continuité qui puisse nous permettre de continuer cette négociation. Moi, voilà comment je fais l'analyse de cette trêve sociale. Par contre, pour en rajouter à ce que le professeur a dit tantôt, sur plusieurs questions, je pense qu'en réalité, il y a des accords. Il faut pouvoir passer à la mise en œuvre de ces accords, parce qu'il y a également que le personnel de santé se dit qu'il leur a été promis qu'en fin 2024, ils pourront obtenir un certain nombre d'éléments. Il y a que l'indemnité de suggestion, la prime trimestrielle sur la base de la réforme hospitalière, la prime de garde d'astreinte, ce sont ces trois éléments. Eux aussi, ils attendent fin 2024 et ils veulent pouvoir être à l'aise quand ils vont retourner auprès de leurs camarades pour ne pas être obligés d'annoncer également aussi un mouvement de grève. Il faut que ce qui a été accordé puisse être mis en œuvre pour qu'on évite le mouvement de grève. Lansidi Bakayoko. Bon, moi, je vais me focaliser sur les primes, sur la problématique des primes, mais je voudrais juste répondre au professeur Bamba en parlant de fonction publique administrative pour les enseignants. Je pense que ça va poser problème. Parce qu'aujourd'hui, les établissements sont dirigés par des enseignants. Les proviseurs, les censeurs, tout ça, c'est des enseignants. Donc, vouloir aller former des personnes extérieures à l'ENA et qui vont venir, comme ça se fait dans les hôpitaux, venir administrer les établissements, non. Je pense que ça va poser problème. Non. Bakayoko, ce n'est pas former d'autres personnes, ce sont des gens du métier, en fait. Un profil de carrière, parce que je suis enseignant, quand je sors de l'école normale supérieure, je vais pour enseigner. Donc, j'ai en tout cas l'art d'enseigner, j'ai la pédagogie. Mais derrière, je n'ai pas l'art d'administrer. Donc, c'est un perfectionnement à l'ENA. Voilà, dans ce sens-là. Okay. Si vous dites perfectionnement... En tout cas, de nouvelles personnes. Point du tout. On ne va même pas l'accepter. Oui, mais pour moi, ce n'est pas la qualité des proviseurs et des censeurs qui est remise en cause aujourd'hui. Je pense que le fond du problème, pour moi, ce sont les primes. Mais Félix a dit quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement grave. Il dit que les fonctionnaires avec qui il a discuté, les fonctionnaires enseignants, lui ont dit, bon, comme le budget va être voté, on veut que... Non, c'est mon analyse personnelle. Bon, ok, d'accord. C'est pas eux qui me l'ont dit. Ok, d'accord. Donc, il faut qu'on annexe le budget, et, disons, les primes là soient annexées au budget. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les primes ne sont pas linéarisées sur le budget. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que les primes là ne sont pas dans le budget de l'État. Les primes sont constituées
des excédents, des pénalités et, si vous voulez, des recettes de services. Dans toutes les administrations, il y a des recettes de services, c'est-à-dire des ressources propres aux administrations concernées. Et ce sont ces ressources-là qui sont propres aux administrations. Il y en a à peu près 200 qui ont été reversées dans l'assiette globale. Qui doivent être reversées, mais vous savez qu'il y a des résistances. Parce qu'un décret a été pris qui a créé Trésor public, Trésor pays, Trésor monnaie, pour que les recettes de services soient automatiquement reversées là-bas, pour que dans le cadre d'une solidarité, d'une mutualisation, que ces recettes-là soient dispatchées à tout le monde. Mais vous savez bien qu'il y a des résistances énormes. Moi, j'ai assisté à certaines négociations, au ministère des Affaires étrangères, à l'hydraulique, aux eaux et forêts, mais il y a des résistances que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens veulent à la fois garder les recettes de services et se faire payer sur le budget. Or, les primes ne sont pas annexées au budget, ce n'est pas le budget. Donc, demander, ou bien subodorer il faut incorporer les primes qui vont être payées dans le budget, moi, je trouve cela complètement une méconnaissance de cette question économique-là. Parce que les primes, à l'origine, les primes, c'est pour payer les agents méritants. Les agents méritants, notamment dans les régies financières. Et ça se fait partout dans le monde, y compris en France. Nous avons un passé colonial avec la France. Tous les fonctionnaires qui sont, en tout cas dans le secteur économique, ont des primes de cette nature. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, prenez le cas, la fonction publique enseignante, c'est à peu près, en tout cas ceux qui sont concernés, à peu près 70 000 personnes. Mais si vous prenez une administration comme la douane, c'est 4 174 salariés. Quand vous prenez les impôts, c'est 4 145 salariés. Ça dit que c'est minime. Donc, les pénalités qui sont annexées, les redressements fiscaux qui sont faits, les dépassements d'objectifs, ce sont ces ressources-là qui sont prises et qui sont distribuées aux agents. Donc, aujourd'hui, on peut effectivement, à mon avis, créer des primes pour les enseignants, mais ça ne peut pas être des primes trimestrielles. Parce qu'il y a des recettes de services qui peuvent être collectées via les concours administratifs, les inscriptions en ligne. On peut collecter toutes ces sommes-là et, si vous voulez que ce soit trimestriel, les mettre dans une caisse et les séquencer par trimestre. Peut-être qu'ils ont pensé aussi à la manière, ils ont peut-être fait des propositions sur comment ça peut se faire, professeur Bamba. Oui, bon, comment ça peut se faire? Moi, je dis les organisations syndicales sont là, avec en tout cas leurs différents dirigeants, et puis pour en discuter. Dans la mesure où, quand on regarde les signataires du protocole d'accord, c'est des faits tiers. Donc, dans chaque secteur, surtout qu'on nous a dit qu'il y avait des discussions sectorielles, chacun vient avec un certain nombre de revendications. Donc, il faut trouver la synthèse et tous les éléments qui peuvent en tout cas être concordants pour pouvoir faire des propositions. Moi, je pense que lorsqu'il y a discussion, nécessairement, chacun essaie d'apporter ce qu'il pense apporter. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que celui qui gouverne a des contraintes, dans la mesure où lui, il a une vue macro de la chose, au moment où nous avons une vue micro de la chose. C'est là qu'il y a les achoppements. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut négocier forcément pour qu'on puisse voir dans quelle mesure il faut donner ces primes-là, si ces primes doivent être annuelles, semestrielles ou trimestrielles. Bertrand Michel, c'est possible pour vous d'arriver au bout d'une discussion où c'est favorable pour les Non, mais il faut y arriver. Il faut y arriver. Ça, c'est un impératif. Moi, je dis souvent, quand on a l'occasion de discuter avec les syndicats et entendre leurs préoccupations, notamment au niveau de la prime, ils sont formels. Il faut que ce qui est gagné par l'État soit réparti par tous ces enfants, disons les travailleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un argument. Ils ont un argument et je crois qu'il est bon que l'État leur prête une oreille attentive. Je le dis pourquoi? Parce que quand le ministre de porte-parole du gouvernement sort et dit que la grève est illégale, la grève est légitime et illégitime, il y a d'autres même qui ont parlé de grève sauvage. Bon, je pense que ce n'est pas les mots qu'il faut pour atténuer l'environnement social. Il faut trouver les mots justes pour écouter ceux qui se plaignent parce qu'il ne faudrait pas se leurrer. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la cherté de la vie, c'est une réalité pour tout un chacun. Donc, c'est vrai, il a un salaire, mais est-ce qu'il arrive à faire face aux réalités sociales et économiques du moment? Vraiment, je pense pas. Je pense pas. On sait aujourd'hui ce à quoi tout un chacun est confronté. J'ai écouté des lamentations d'enseignants qui parlaient même de leurs aînés qui sont partis à la retraite sans rien parce qu'ils n'ont pas pu se construire un toit. Je vois qu'aujourd'hui, chacun est confronté à une tension sociale qui est telle que si c'était... peut-être que ça va l'emporter dans une tension.
la tension, quand je parle de tension, je parle de tension hyper tendue, ça va l'emporter. Donc il est obligé de faire savoir ses préoccupations aux autorités qui, ma foi, devraient avoir une oreille attentive pour apporter quelques solutions. Moi, je pense que si les syndiqués, ceux qui sont outillés pour connaître les recettes de l'État, pour connaître le budget de l'État, l'ont dit, c'est qu'ils ont une méthode pour y arriver. Il faut les écouter et avec eux, trouver les voies et moyens de sortir de cette impasse. On pourra trouver une solution, selon vous, Félix? Ce ne serait pas du tout facile parce que, quelque part, les enseignants représentent pratiquement 80% des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. On a à peu près 287 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Les enseignants, à eux seuls, ne représentent pas moins de 220 000 fonctionnaires. Alors, cette prime, Bakayoko l'a dit tantôt qu'on ne peut pas l'indexer au budget. Moi, j'ai essayé de faire un petit calcul par rapport aux inscriptions en ligne, c'est-à-dire lorsque les inscriptions en ligne sont faites à 6 000 francs, avec le nombre d'élèves estimé à environ 7 millions d'élèves, on se retrouve à environ 42 millions de francs, 42 milliards de francs CFA. Alors, lorsque je vois les revendications des enseignants qui partent d'environ 150 000 à 400 000 francs trimestriellement, c'est-à-dire, lorsque vous faites le calcul, les 42 milliards, c'est largement en deçà de ce qu'ils réclament. Alors, ça veut dire que le problème est suffisamment grave. Mais qu'est-ce qui explique cette revendication? Les enseignants expliquent cette revendication par l'amélioration dont les autres fonctionnaires ont bénéficié. Amélioration indiciaire au niveau des autres fonctionnaires, l'amélioration de l'indemnité de logement. Tout ceci a permis aux autres de se rapprocher plus ou moins d'eux, alors qu'à leur niveau, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu d'amélioration. Donc pour eux, cette prime va leur permettre de pouvoir faire un peu de bénéfice, qui va leur permettre éventuellement de souscrire à certaines opérations, comme des opérations immobilières et autres. Je pense que l'affaire est suffisamment, vu ce qu'ils réclament, l'affaire est suffisamment costaud. Et je crains fort qu'ils ne puissent pas s'entendre, mais le dialogue est toujours l'âme des plus forts et je pense que à travers le dialogue, s'il faut peut-être une petite revalorisation salariale pour leur permettre de pouvoir, j'allais dire, remonter un peu le niveau de salaire et j'allais dire, faire le décalage avec les autres membres de la fonction publique, ce serait peut-être meilleur. Mais il faut qu'ils entendent. Il faut qu'ils entendent parce qu'on est là dans une transition vers une période électorale. Il ne faudrait pas que ces mouvements de grève donnent l'impression de moyens de chantage politique et tout, et ce ne serait pas vraiment la bienvenue. Lancidé? Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est vous dire, je comprends bien qu'un travailleur puisse demander une meilleure revalorisation de ses conditions salariales. Et là, je suis en phase avec les enseignants. Mais moi, je parle de praticabilité. Je dis, on peut sans doute le faire, mais on ne peut pas le faire dans la proportion ou bien dans l'hypothèse qu'on aura un double salaire, c'est-à-dire une sorte de salaire bis qui va être reversé. Ça, ce n'est pas, à mon avis, tel que les choses se passent, ce n'est pas possible. À moins que l'État puisse prendre une décision de solidarité, de telle sorte à mettre toutes les ressources propres générées par les administrations dans une même caisse et dans le cas d'une mutualisation. Mais vous savez que ça aussi, ça va poser un autre problème. Parce que si vous prenez un enseignant, par exemple, de grade A4, deuxième échelon, première classe, l'indice, c'est 1330. Mais le même fonctionnaire du même grade, mais du personnel non enseignant, a 895 comme indice. Vous voyez quasiment près de 400 à 500 différences d'écart. Ça veut dire que l'État a songé déjà à cela. Ça veut dire que c'est la compensation du fait que les enseignants n'ont pas suffisamment de primes qui est compensée par ce niveau de traitement salarial. Mais je comprends qu'il y a du mimétisme et qu'on se dit, bon, les agents des régies financières ont ça, et que par jalousie ou bien par volonté d'être au même niveau, ils veulent avoir la même chose. Ça, je comprends. Je comprends bien. Je serai à leur place, je ferai la même... Il n'y a pas de jalousie. Oui, le professeur... Il n'y a pas de jalousie. Les enseignants, en réalité, non, point du tout. Non, je comprends. Non, je ne dis pas que cette jalousie, elle est positive. C'est ce que je veux dire. Ça dit que c'est une jalousie positive. On veut avoir la même chose. On veut avoir la même chose que les autres agents. Ça, je comprends cela. Mais dans la faisabilité, je dis que ça ne peut pas être dans la même proportion que dans les régies financières qui, eux, ont des ressources propres qui sont ponctuelles. D'ailleurs, ils ont fait des propositions. Qui sont ponctuelles. 50 000 à 400. Ce que j'ai dit, Félix a fait son calcul tout à l'heure arithmétique. On peut même ajouter les frais d'inscription au concours de CAFOP, tout ça, machin, qui peuvent constituer des ressources additionnelles dans le cadre de cette caisse, y compris les ressources générées par les inscriptions en ligne. Et il y a d'autres types de ressources qui sont générées par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Mais il faut enlever de la tête que ça sera dans les mêmes proportions
que les régies financières, parce que les régies financières ont leur spécificité. Est-ce que vous savez qu'un comptable public, par exemple, il a près de 30 ans où il est encore responsable de son compte? C'est-à-dire que si on constate 20 ans, 30 ans après qu'il y a eu des manquements, même s'il est décédé, ses enfants, ses ayants droit vont continuer à payer. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre en débat, c'est un thème économique, en débat pour lui permettre de payer les manquements qui se sont passés, même quand l'enfant n'est pas responsable de ça. Vous voyez la lourdeur de la responsabilité. Mais nos amis enseignants, je n'ai rien contre vous, moi je suis d'une famille d'enseignants aussi, et vous le savez, monsieur le professeur. Donc je veux dire, c'est quelque chose dont la faisabilité est très problématique au moment où nous parlons. Néanmoins, le gouvernement peut faire des efforts. Dans le cadre, il y a des primes ados, il y a des primes de correction, même si vous trouvez que ce sont des primes qui sont marginales, on peut profiter des recettes de services, les améliorer, les arrondir, et dans le cadre peut-être d'un acte de mansuétude ou si vous voulez de magnanimité du chef de l'État, peut-être faire une bonification pour pouvoir les partager auprès de 80 000 enseignants. Évidemment, le procès va réagir. Oui, non, la réaction, je comprends, l'économiste a parlé. En tout cas, il nous a donné beaucoup d'exemples. Mais le syndicaliste n'est pas d'accord. Non, je n'en suis pas, non. Vous savez, la masse salariale aujourd'hui de la fonction publique, oui, elle est fluctuante, mais aujourd'hui nous sommes à 2331 milliards de francs CFA. Et les perspectives nous disent que cette masse salariale sera 2662 milliards à l'horizon 2027. La dernière réaction avec vous, je vais dire simplement, nous ne sommes pas dans une approche analogique. On ne voudrait pas, les enseignants, et je suis quand même du corps, ne veulent pas demander la même chose qu'on demanderait à nos compatriotes des régies financières. Loin s'en faut. Simplement, il faut qu'au nom de la pénibilité du travail que nous faisons et au nom de ce que nous représentons pour l'État, du point de vue de sa base et de la mise en place de tout ce que l'État doit être, nous pensons que les enseignants que nous sommes, nous avons droit à une certaine prime. Vous pouvez les avoir, mais je dis simplement que vous ne pouvez pas les avoir dans les proportions des régies financières. Mais ils ne l'ont pas demandé dans les proportions. Oui, mais c'est ça. Mais c'est le déclencheur. C'est le déclencheur. Parce que chaque fois, moi, j'en rencontre, on me dit, ah, mais pourquoi? Parce que beaucoup ont l'impression que c'est l'État qui, comme un père de famille, choisit parmi ses enfants, qui en choisit deux, qui sont les préférés, à qui il décide de donner les ressources communes. Non. Je rappelle, et ça, je l'ai déjà dit, les primes ne sont pas prélevées sur le budget de l'État. Et puis pour créer une prime, c'est quoi? Je vais très rapidement. Il faut au moins deux conditions. C'est-à-dire, la première, c'est d'être capable de créer une ressource qui n'impacte pas socialement la population, parce qu'il ne faut pas créer une prime qui va provoquer des troubles. L'État ne le permettra pas. Et la deuxième condition, c'est de ne pas compter sur le budget de l'État pour pouvoir alimenter cette prime. D'accord, c'est bien noté. Merci, messieurs. On a fait le tour sur ces questions. Professeur Bamba Sidiki, merci. Beta Michel, merci. Félix Boni, merci. Merci à vous. Lanciné Bakayoko, merci de nous avoir suivis. On se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.